Dans 10 jours, en France, aura lieu une nouvelle manifestation contre la réforme du collège. Mais que change fondamentalement cette réforme au regard des standards internationaux? La ministre française de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, dit s'être inspirée de ce qu'on appelle le renouveau pédagogique mis en place au Québec il y a déjà 10 ans. Alors ce modèle est-il pertinent? Avec nous pour tenter de répondre à la question, Éric Charbonnier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert à la direction éducation de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Vous êtes chargé précisément d'évaluer les politiques d'éducation en France. Alors, pour commencer, et pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément au fait de cette actualité, Éric Charbonnier, comment définiriez-vous le cœur, l'état d'esprit de cette réforme pilotée donc par Najat Vallaud-Belkacem? Je crois que la réforme du collège, c'est la suite de la réforme du primaire et l'objectif est le même, c'est de lutter contre l'échec scolaire. C'est le chiffre le plus marquant depuis 10 ans. En France, l'échec scolaire s'est aggravé. Il est passé de 15 à 20%. Et on se rend compte dans toutes les études nationales qu'il y a de plus en plus de décrocheurs, d'élèves qui ne savent pas lire en sixième. Donc tout le cœur de cette réforme, c'est faire en sorte de procurer aux élèves une aide personnalisée, de faire en sorte que chaque élève puisse avancer à son rythme pour qu'il y ait en finalité moins de décrocheurs et puis en même temps pour permettre aux bons élèves de continuer à s'améliorer. Alors ça, c'est pour l'état d'esprit, l'objectif. Si l'on peut dire concrètement, qu'est-ce qui va changer? On entend parler de langue, on entend parler de pluridisciplinarité. Voilà, si on prend la réforme du collège, vous avez 3 heures d'aide personnalisée pour tous les élèves en sixième. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir travailler à leur rythme. L'apprentissage d'une deuxième langue étrangère qui aura lieu en cinquième et non en quatrième. Et puis des ateliers interdisciplinaires, c'est-à-dire 3 heures par semaine où les enseignants, plusieurs enseignants ensemble, vont travailler sur des thématiques avec les élèves. Ça va permettre de créer une culture de collaboration entre les enseignants qui n'existait pas jusqu'à présent au collège. Voilà, être plus près des élèves donc, c'est la mentalité de cette réforme. La politique s'est très vite emparée du sujet, vous le savez, avec ce clivage gauche-droite, mais pas seulement d'ailleurs. Les opposants à cette loi disent par exemple qu'elle tend à niveler le niveau des élèves par le bas. Est-ce justifié selon vous comme argument? Ce qu'on voit dans les statistiques, c'est que le niveau se nivelle par le bas depuis 10 ans. L'échec scolaire a augmenté alors qu'on voit qu'il y a toujours des bons élèves, mais il n'y en a pas plus. Donc procurer aux élèves de l'aide personnalisée, c'est à la fois aider les élèves en difficulté, mais ça va être aussi un bénéfice pour les bons élèves. Ça a été testé dans d'autres pays. Vous allez parler du Québec, mais aussi au Portugal, en Allemagne, en Pologne, où on voit que le travail personnalisé avec les élèves a un impact positif sur la performance. Eh bien justement, vous me tendez la perche, Éric Charbonnier. Najat Vallaud-Belkacem a dit elle-même s'être inspirée, la ministre de l'Éducation nationale, de ce qui s'est passé au Québec il y a 10 ans. Mathieu Sarfati, notre envoyé spécial, s'est rendu il y a quelques mois dans la province canadienne francophone. Voici son reportage. Silence de cathédrale dans cette classe de 3e. Il me demande si vous êtes toujours aussi calme. Non, mais oui. La classe studieuse et apaisée de Julie Patnaud n'a rien d'un cas isolé. C'est comme ça dans tout le collège. Pourtant, l'établissement de 850 élèves au sud-ouest de Montréal est dans l'une des zones les plus défavorisées de la mégalopole québécoise. L'une des recettes du succès, des élèves heureux car valorisés. Donc moi, je pense que dans mon travail, il y a 50 de valorisation et 50 d'enseignement. Parce qu'une fois qu'ils croient en eux, ils peuvent tout faire. Des règles de grammaire, ils peuvent apprendre ça à 20, 21 ans, quand ils auront compris qu'ils sont capables. Autre clé de voûte de la réforme du collège au Québec, une autonomie quasi totale des chefs d'établissement. Exemple à Henri Bourassa, 2000 élèves, dans les quartiers nord de Montréal, là encore, en zone défavorisée. Jean-François Bouchard, le proviseur, recrute lui-même ses professeurs et gère son budget. C'est quand même une grande responsabilité, mais les choses vont beaucoup plus rapidement. J'ai pas besoin de passer par la mairie, attendre une missive ou patati patata. Bonjour à tous! Dans cette classe de 4e en difficulté scolaire, il a même pu se permettre le luxe d'engager 2 professeurs pour toute l'année. C'est agréable? Alors, pour le groupe ici, qu'on appelle le groupe 216, il y a 2 enseignants dans chacune des matières. Parce qu'on a comme objectif que chacun d'entre eux, l'an prochain, gradue en 3e secondaire. Quand il y en a un qui ne comprend pas, puis un autre qui ne comprend pas aussi là-bas, bien, les deux sont là pour les aider. Puis ça marche comme ça marche bien. Au cœur du projet éducatif, le bien-être des élèves, mais pas question pour autant de transiger sur la discipline. On construit ensemble nos règles de classe. Et dès le début de l'année, c'est tolérance zéro, intransigeance. Le Québec a eu l'intelligence de penser sa réforme dans la globalité, de l'école primaire au lycée.
Une alchimie subtile qui a permis en 10 ans de réduire la violence à l'école de 80% et de faire baisser le taux de décrochage scolaire. Éric Charbonnier avec nous sur TV5 Monde, spécialiste des questions d'éducation. Peut-être une réaction à ce reportage tourné donc au Québec. Qu'est-ce qui vous frappe ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été versés vers les établissements les plus difficiles. Il y a des enseignants expérimentés, un chef d'établissement qui a aussi du pouvoir pour utiliser son argent. Et c'est ça aussi la clé de la réussite. Aujourd'hui, en France, on s'est rendu compte que ce sont souvent les jeunes enseignants inexpérimentés qui travaillent dans les établissements les plus difficiles. Donc, valoriser le travail dans ces établissements-là et puis mettre de l'expérience, ça peut aider vraiment à améliorer les performances. Alors ce week-end en France, avant-hier très précisément, un professeur en Cagne a écrit une tribune dans le journal Le Monde. Il dit en substance que le système français s'attache à l'enfant, on gère des enfants, mais il dit qu'il faudrait s'attacher à construire un raisonnement, en fait, une capacité de discernement, à faire un citoyen éclairé. Est-ce qu'on n'a pas perdu aussi au fil des années, et à mesure que les moyens étaient réduits, cet objectif ? Je crois qu'on est aussi très nostalgique du système d'éducation d'il y a 40 ans en France. Ça ressort beaucoup plus qu'ailleurs. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'éducation s'est démocratisée. Il y a beaucoup plus de jeunes qui vont au baccalauréat, qui vont continuer à l'université. Donc il faut vraiment réfléchir aujourd'hui pour que chaque élève avance à son rythme. Et puis en effet, peut-être repenser les programmes scolaires. C'est le cas aujourd'hui. Ça crée des polémiques comme dans d'autres pays, mais c'est important d'avoir des programmes qui sont le reflet de la société du XXIe siècle. Alors vous êtes notamment le responsable de l'étude PISA, célèbre programme international pour le suivi des acquis des élèves en français. À chaque publication, la France, disons-le, au risque de paraître sévère, à chaque fois la France fait mine de découvrir, bien que les résultats sont de plus en plus mauvais. Comment expliquer qu'il n'y ait pas d'union nationale en la matière, comme on le voit dans certains autres pays, s'agissant d'une question comme celle de l'éducation ? Il y a quand même un progrès. On sent dans vraiment le discours politique de gauche et de droite qu'il y a une nécessité de réformer. Mais il n'y a pas d'unité nationale, que ce soit entre les syndicats, avec les politiques, pour vraiment faire que la réforme de l'éducation soit la réforme d'unité nationale. Mais vous savez, au Québec, en Allemagne, ça a pris 1 an de négociations pour arriver à une réforme commune où tous les landers et tous les politiques étaient d'accord. Et il faudrait vraiment aller dans cette direction et essayer de voir aussi ce qui marche, parce que tout n'est pas catastrophique en France. Alors vous le savez, nous les médias, nous aimons beaucoup les bons élèves, c'est le cas de le dire s'agissant du sujet. Y en a-t-il en ce qui concerne ces questions d'éducation, en Europe par exemple ? Oui, en général, vous avez certains pays, on pourrait dire la Finlande, le Canada, la Pologne, qui sont des pays qui arrivent à associer qualité et équité sociale. Ce qu'on s'est rendu compte à l'OCDE, c'est que quand il n'y a pas d'équité sociale, comme c'est le cas en France par exemple, on ne peut pas avoir un système d'éducation performant. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'attacher sur la lutte contre les inégalités pour espérer améliorer le système d'éducation, et on a plein de bons exemples où ça fonctionne. Arrêtons-nous sur ce que j'appellerais la politisation entre guillemets de l'école, mais sur un autre domaine. On a vu après les attentats du mois de janvier des questions brûlantes, laïcité, république. Certains disent il est nécessaire que l'esprit des Lumières soit transmis à l'école. Quel regard portez-vous sur ces questions-là ? Est-ce que ce n'est pas d'autant plus dur pour vous de travailler sur cet aspect-là ? Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser la politique en dehors ? Non, mais je crois que tout ce qui touche au programme scolaire, c'est quelque chose de sensible. Et les attentats ont forcément créé une situation compliqué pour l'école aujourd'hui, mais il faut comprendre que vraiment le problème, c'est le décrochage scolaire, c'est la formation professionnelle qui ne fonctionne pas, les décrocheurs qui sont en situation de chômage, et il faut vraiment se dire que la réussite passera par investir pour ceux qui ont le plus de besoins aujourd'hui, et notamment dans les quartiers difficiles. Alors justement, vous dites dans les quartiers difficiles, mais parfois on renvoie ces élèves, pour reprendre encore une fois cette actualité qui a été anxiogène, qu'on ne les écoutait pas, qu'on renvoie toujours justement des questions qui sont vraiment la politique qui arrive dans ce sanctuaire, en principe, qui est l'école, pour le coup, de la République. On n'entend pas, par exemple, il a lu Victor Hugo, l'enfant, on n'entend pas, il a appris ceci. Sur le fait juste d'apprendre, il y a aussi le système des notations qui pose problème. Oui. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que les politiques eux-mêmes prennent conscience de cet aspect-là des choses, de savoir ? Aujourd'hui, le système français fonctionne pour les élèves, les bons élèves, et on se rend compte que quand on décroche, on se retrouve à redoubler 1 année, 2 années, et parfois on peut même se retrouver en 6e sans maîtriser les fondamentaux, la lecture. Donc aujourd'hui, avoir une réforme qui commence dès l'école maternelle et qui permette à tous les élèves d'avoir des notions sur les fondamentaux, notamment la lecture, ça va permettre de remonter le niveau. Et jusqu'à présent, c'est ça l'échec de la politique française. Il y a une grève qui est prévue prochainement, il me semble. Est-ce que cette réforme, on ne l'a d'ailleurs pas dit, mais elle n'est pas encore adoptée, est-ce qu'elle va aboutir ? On peut penser que ça va aboutir. Après, il y aura des négociations, mais il faut bien comprendre
qu'il faut vraiment insister sur la formation des enseignants et que les enseignants s'approprient cette réforme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Vous parliez tout à l'heure d'une ségrégation de facto, en fait, à savoir, vous parliez du système de notation, c'est-à-dire qu'un jeune professeur, un jeune enseignant, lorsqu'il a 25 ans et qui travaille dans un quartier difficile, il accumule des points pour schématiser. Au bout d'un certain temps, il se dit « je ne vois pas pourquoi je continuerai à me battre seul ici ». Il va dans des quartiers plus aisés. C'est schématique, mais grosso modo, ça se passe comme ça. Idem pour les bons élèves. Les parents vont jusqu'à parfois mettre une adresse factice pour qu'ils aillent dans des zones où il a plus de chances de réussir. Que faire concrètement contre cette ségrégation, pour le coup, qui n'est pas du fait des politiques, mais qui est de facto installée sur le terrain? Mais c'est exactement, il faut vraiment valoriser la formation des enseignants. Il faut attirer des étudiants pour aller travailler dans ces zones défavorisées. Il faut les rémunérer. Au Brésil, un enseignant qui travaille dans une zone défavorisée gagne 60% de plus qu'un enseignant dans un établissement plus classique. Et il faut faire en sorte de créer les vocations. Aujourd'hui, malheureusement, nos enseignants sont trop formés sur les connaissances, pas assez sur le savoir-faire. Et puis, ils n'ont pas accès à la formation continue et ils se retrouvent, quand ils sont au collège, souvent isolés, avec un chef d'établissement qui a beaucoup moins de responsabilités que ce qu'on a pu voir sur la vidéo au Québec, par exemple. 60% en plus, le revenu, vous le disiez, en zone sensible au Brésil. La Corée du Sud, qui arrive quasiment tout le temps en tête des classements PISA, dont vous êtes un des garants. Pourquoi? La Corée, c'est déjà un système qui se réforme toutes les années. Les programmes sont revus, on arrive à attirer les meilleurs étudiants vers ce métier, on les paye bien, donc les étudiants veulent devenir enseignants. Et puis surtout, on affecte des bons chefs d'établissement, des enseignants expérimentés dans les zones les plus difficiles. Et par exemple, la Corée, qui réussit très bien aujourd'hui, réforme son système pour faire diminuer la violence, pour rendre les programmes moins anxiogènes sur les élèves. On voit bien qu'il y a une idée qu'on doit toujours s'améliorer. Merci beaucoup, Éric Charbonnier, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Je rappelle donc que vous travaillez à l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, spécialiste des questions d'éducation. Votre message va sans doute passer auprès des dirigeants politiques français. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci à vous, Éric Charbonnier.